Merci d'être avec nous, Yann Bouvier. Alors, vous êtes non seulement auteur de cette bande dessinée que nous allons voir, Microcosme, l'histoire de France à taille humaine, et vous êtes également professeur d'histoire et de géopolitique. Merci d'être avec nous. Alors, l'histoire de France à taille humaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je m'appuie sur une des grilles de lecture historique qui s'est développée en Italie, notamment dans les années 70, qu'on appelle la micro-histoire, et qui se focalise sur l'individu et qui permet d'éclairer une époque, un temps, le monde qui les entoure, voilà, en faisant des allers-retours permanents entre ces individus réels qui ont existé, donc travail d'archives, et une histoire plus imposante, nationale, internationale. Et comme ça, on réexplore des époques, on les revisite, mais de manière incarnée. Oui, en fait, c'est la petite histoire qui éclaire la grande, c'est ça ? Oui, mais bon, dans Petite Histoire, il y a cette idée qu'on est dans de l'anecdotique et dans Non, quelque alors chose que qui... là, ça marque l'histoire avec un grand H. Oui, on ne choisit pas les individus au hasard. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que leur parcours nous permette aussi de mieux comprendre, avec plus de densité, plus de nuances, des temps de notre histoire. Et je pense vraiment qu'à la fin de la lecture de certains chapitres, la vision que les lecteurs auront de telle ou telle époque aura été à minima enrichie. Un travail que vous avez fait à plusieurs, parce qu'en plus aussi, vous avez tenu à ce que des spécialistes lisent ce que vous avez fait. Oui, alors ça a été 3 ans de travail. De mon côté, d'abord 14-15 mois de recherche, d'écriture, de synthèse. J'ai croisé des articles et des travaux différents. Et puis à la fin, j'ai effectivement mobilisé une vingtaine d'historiens universitaires qui ont relu différents chapitres, aussi des entractes, peut-être qu'on en parlera. Et j'ai intégré leur maigre, il n'y en avait pas beaucoup, mais leurs petits retours, leurs petits conseils, parfois changer un mot pour avoir plus de nuances. Et je crois qu'il faut que ce dialogue s'établisse entre le monde universitaire et la vulgarisation, c'est nécessaire. Alors, il y a un travail historique de recherche et il y a aussi un travail des détails au niveau du dessin. Alors, on a fait effectivement cet ouvrage à 4 mains. Éloi Chevalier m'a rejoint sur les 22 derniers mois. C'est un jeune dessinateur absolument talentueux. Je n'ai pas ménagé. Moi, je me suis occupé de toute la partie documentation visuelle. Ça a été très dense. Tous les dessins du livre ont été parfois repris, recorrigés, recorrigés 3-4 fois. Et je me rends compte que c'est aussi une sorte d'encyclopédie visuelle historique. J'invite vraiment les lecteurs à voyager comme ça dans les dessins et dans les cases. Et si je vous emprunte le livre, prie, allez-y, c'est le vôtre. s'il y a un endroit, vous êtes étonné, par exemple, dans ce premier chapitre, on est en Gaule romaine, et ici on a un Gaulois en armure. Il y a des lecteurs qui m'ont dit, mais ça c'est une invention. Non, c'est une armure de Krupler qu'on trouve exclusivement dans une révolte en Gaule romaine en 21. Voilà, et tout est documenté. Une bande dessinée où il y a plus de 200 pages. 200 pages pour résumer la grande histoire. Ça a dû être un drôle de défi quand même. Ça a été un défi. Alors après, il n'y a pas toute l'histoire de France, il y a des focales, mais ces focales, comment dire, elles sont induites par le choix des individus. Ce sont leurs parcours de vie qui, moi, derrière, m'incitent à m'appesantir sur telle ou telle thématique. Et donc, on est effectivement dans une histoire un peu plus dense, un peu plus incarnée. Il y a du texte, ça ne se lit pas, oui. ça se lit pas effectivement fourni, tout de suite, c'est fourni. Et il y a des notes de bas de page. L'idée, c'est aussi de familiariser le lecteur avec la lecture d'ouvrages d'historiens universitaires. Et on va être très clair. Si, à la fin du livre, des lecteurs grand public veulent lire ensuite des ouvrages universitaires... Ils ont de quoi avec ce livre. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc il y a 12 portraits, 12 époques et également 12 entractes. Pourquoi mettre des entractes comme dans une représentation théâtrale, finalement ? Alors, en fait, je me suis dit que ce livre, peut-être, marchera, on ne sait pas. Et il se trouve que dans les ouvrages de vulgarisation d'histoire grand public, on vulgarise des connaissances. Ici, j'ai essayé de le faire de manière originale, avec une approche inédite. Quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en histoire va apprendre. Mais on vulgarise assez rarement la discipline historique, la manière dont les historiens travaillent, les méthodes des historiens, les limites de leurs méthodes, l'évolution de la discipline. Et l'idée, c'est aussi ça, c'est que le lecteur, en ayant refermé ce livre, ait conscience de la richesse de l'histoire universitaire, des méthodes des historiens. Je crois que c'est le meilleur moyen aussi pour que tout un chacun puisse facilement être armé et identifier facilement les propos pseudo-historiques. Finalement, c'est un ouvrage que vous donneriez plus facilement à vos élèves, à des élèves, que si on ouvrait un livre comme on a l'habitude à l'école. Moi, c'est quand même un livre plutôt pour les 14-99 ans, grands ados, adultes. Voilà, soyons quand même très clairs, c'est pas un livre pour les enfants. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Oui, le propos aidant, c'est on n'édulcore rien, et puisqu'il y a, il y a des moments qui sont violents, et on masque un peu par le dessin, mais pas totalement. L'esclavage est abordé, le sort des harkis est abordé, le sort des déportés femmes, Ravensbrück est évoqué. Et c'est difficile quand même à lire, trop jeune. Complètement. Et puis l'histoire, vous aimez aussi la transmettre sur les réseaux sociaux. Vous avez une grosse communauté. On va voir un extrait d'une vidéo de TikTok, notamment sur Napoléon.
3 idées reçues sur Napoléon que vous avez sûrement et qu'il est temps de faire disparaître. Napoléon était petit, sauf que non, il mesurait 1,69 m contre 1,66 m en moyenne pour les hommes de l'époque. En fait, le problème de Napoléon, c'est qu'il était régulièrement entouré par les hommes de la garde impériale qu'il crée en 1804. Et pour être grenadier dans cette garde, il fallait mesurer au minimum 1,76 m et porter en plus sur la tête un bonnet de poil qui augmentait leur taille de 30 cm. Donc forcément, Napoléon à côté d'eux passait pour un petit nimbus. Les caricaturistes du Royaume-Uni s'en sont donnés à cœur joie et ça a été efficace puisque le mythe nous est arrivé. Deuxième idée reçue, il aurait ordonné à son artillerie de tirer sur le Sphinx, d'où son nez Deuxième idée cassé. reçue, certes, mais c'est le petit tease pour aller voir la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci Gentil. beaucoup. Juste en un mot, ce type de vidéo, c'est un simple moyen de transmission, finalement, de l'histoire. Oui, et puis c'est aussi un moyen de me faire plaisir. Alors sur les réseaux, le pseudonyme, c'est Yann Toucourt, j'en profite. C'est un moyen aussi de me faire plaisir parce que sur les réseaux, je peux choisir les sujets que j'aborde, ce qui n'est pas forcément le cas en cours puisqu'on est tenu par les programmes. Merci beaucoup, Yann Bouvier. Vous êtes donc auteur de Microcosme à retrouver aux éditions First.